Bonjour, bienvenue à tous. Je suis très honorée de vous accompagner pour cette cérémonie de remise des diplômes des docteurs de l'Alliance Sorbonne Université Promotion David Klatzmann 2019-2021. Ravie d'être aux côtés de professeurs tels que vous, au plus haut niveau de leur discipline. Et sur scène, eh bien, vous le voyez, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée par Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, David Klatzmann, parrain de la promotion 2019-2021, Rafik Benrabah, animateur du Club des docteurs alumni, Javier Rimeno, doyen de la faculté INSEAD, Christophe Guy, directeur de l'UTC, Nathalie Drage-Théman, vice-présidente recherche, innovation et sciences ouvertes, Sorbonne Université, et en ligne également pour intervenir Nathalie Machon, directrice de l'école doctorale Sciences de la nature et de l'homme, évolution et écologie et représentante du MNHN. Bienvenue à tous. Alors évidemment, on aurait tous préféré être réunis, célébrer cette journée de manière physique, en vrai. On a quand même voulu l'organiser, cet événement, ça nous tenait à cœur, il était important qu'il ait lieu. Il a été en plus décalé, vous le savez, à 2 reprises. Mais voilà, c'est le jour J. Vous allez voir que même en ligne, on va réussir à en profiter un maximum. Alors, pour vous présenter un petit peu les choses, derrière moi, il y a un écran LED où vous allez apparaître progressivement. Vous êtes au total 1725 docteurs à avoir soutenu votre thèse et obtenu votre diplôme de doctorat, plus haut grade universitaire de l'enseignement supérieur. Alors évidemment, on a déjà envie de vous le dire, bravo, bravo, bravo à vous. Et puis évidemment, on souhaite la bienvenue à vos amis, à vos familles qui sont aussi avec nous derrière leurs écrans et on imagine qu'ils sont déjà très fiers de vous, qui vous ont soutenu d'ailleurs depuis les premières heures. Alors merci à eux de nous accompagner aussi aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel technique pour les docteurs, pour que chacun puisse être bien présent. On a 3 choses à vous rappeler. La première, c'est qu'il faut que vous gardiez, si possible, votre caméra, c'est pas si possible, gardez-la, allumée tout au long de la cérémonie, parce qu'on va vous voir apparaître, ce sera progressif, ce sera pas tout le temps. Donc si vous n'avez pas votre caméra, c'est dommage. On a vraiment envie que vous soyez tous avec nous, les 1725 docteurs. Autre chose importante, c'est que vous avez une barre latérale à droite, sur laquelle vous avez une photo de profil. Ce serait bien que vous la mettiez, cette photo de profil. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est une surprise qu'on vous réserve pour la fin, mais pour cela, on a besoin que vous mettiez cette photo à jour, photo de profil. Voilà, donc caméra, photo de profil, c'est bien entendu, j'espère, faites-le, on compte sur vous. Et puis vous dire aussi que vous allez évidemment pouvoir réagir, pouvoir participer à cette cérémonie, au moyen notamment d'émoticônes, donc n'hésitez pas à les utiliser, ça peut être tout au long de la cérémonie, et puis bien sûr quand je vous le demanderai si vous le souhaitez. On va commencer justement par un petit test. C'est un petit test juste pour savoir comment vous allez. Vous avez des émoticônes, dites-moi comment vous allez. Voilà, vous en avez plusieurs. Vous avez les lunettes de soleil si vous êtes à la plage, on ne sait pas, c'est les vacances, après tout, pourquoi pas. L'ordinateur, il y a quand même l'ordinateur qui ressort, des cœurs, des étoiles, le petit chapeau. Voilà, dites-nous un petit peu quel est votre feeling aujourd'hui, votre sentiment. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez heureux? Ah, je vois un petit bras qui fait comme ça. Oui, vous êtes forts les docteurs. Ouais, bravo, vous avez obtenu ce diplôme. On va vous le remettre à la fin, vraiment. Bravo. Le soleil, évidemment, qui apparaît, les mains qui font bravo, ça c'est pour vos familles. Vos familles, d'ailleurs, je ne sais pas si elles réagissent ou pas. Je n'ai pas pensé à demander. Je pense qu'elles doivent pouvoir réagir ou pas. En tout cas, si elles ne le réagissent pas avec les émoticônes, elles le font très certainement derrière leurs écrans. Voilà, en tout cas, vous avez l'air d'aller très très bien. Vraiment, je crois que ça préfigure plutôt pas mal de l'ambiance d'aujourd'hui. Je vais revenir vers vous, évidemment, les docteurs, tout au long de cette cérémonie. Mais pour l'heure et pour entrer véritablement dans le vif du sujet, je vous prie d'accueillir Jean Chambaz, président de Sorbonne Université. Chers docteurs, chers docteurs, chères familles, chers amis, chers soutiens, chers collègues, chers représentants des partenaires de l'Alliance Sorbonne Université, c'est évidemment toujours pour moi un très grand plaisir et un très grand honneur d'ouvrir cette cérémonie des docteurs. Je n'en ai manqué aucune édition depuis que j'en ai pris l'initiative en 2005 et c'est ma dernière, donc je suis aussi frustré que vous qu'elle ne se passe pas en direct, mais tellement heureux qu'elle se passe pour vous célébrer. Sandy l'a rappelé, les conditions sanitaires n'étaient pas réunies.
pour un grand événement en présence avec plusieurs milliers de personnes, car la production de docteurs de l'Alliance Sorbonne Université est tellement riche qu'entre vous et vos familles, c'était plusieurs milliers de personnes. On ne pouvait pas le faire avec la garantie de le tenir dans la situation sanitaire actuelle. Pour pouvoir se retrouver en présence dans toutes les occasions de la vie et des contacts entre Sorbonne Université, son alliance et ses docteurs, il n'y a qu'une chose à faire. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous, faites se vacciner vos proches. Expliquez à tout le monde que la vaccination est la seule solution pour reprendre une vie en présentiel heureuse et épanouie. Mais nous ne pouvions pas nous priver cette année, comme nous l'avons fait l'an dernier, de cette célébration des docteurs de l'Alliance Sorbonne Université. C'est à distance, mais c'est avec la même chaleur, avec la même fierté, avec le même bonheur que nous tenons à vous saluer. C'est d'abord un jour de fierté pour vous, pour cet accomplissement remarquable, ce dépassement de soi que vous avez réalisé avec des périodes de doute, des difficultés, mais avec la joie et la fierté de les avoir transformés et surmontés. C'est un jour de fierté pour vos familles, vos amis qui vous ont accompagnés et soutenus dans cette aventure. C'est un jour de fierté pour vos directrices et directeurs de thèse qui vous ont accompagnés eux aussi, pour vos écoles doctorales et pour vos établissements. Le doctorat pour nous est une priorité et j'espère que vous avez senti ce soutien fort durant cette aventure exceptionnelle qu'est le doctorat. Je forme le vœu que la pandémie maîtrisée, Sorbonne Université organise enfin, je n'y suis pas arrivé pendant mes années de mandat, mais que Sorbonne Université organise enfin, chère Nathalie, la marche de la fierté du doctorat, une fierté parmi beaucoup d'autres, mais une fierté qui se justifie autant que les autres, aussi légitime que les autres. En effet, le doctorat est une aventure unique qui représente une richesse exceptionnelle pour l'avenir de nos sociétés. Par vos recherches doctorales, vous contribuez à l'essor de la connaissance et parfois à leur transfert immédiat vers la société. Ce n'est pas le moindre. Vous représentez clairement les forces vives de nos unités de recherche et la réputation mondiale de Sorbonne Université, de l'Alliance de Sorbonne Université, c'est à vous que nous la devons avant tout. Mais bien plus, à travers cette aventure parfois douloureuse, parfois complexe, vous avez appris par la conduite d'un projet de recherche original et innovant à vous projeter dans l'inconnu, à conduire un projet complexe, à réfléchir hors de la boîte, à cultiver votre esprit critique et votre créativité, à surmonter les échecs, reformuler les questions et trouver des solutions. On se rend compte aujourd'hui combien on en a besoin. C'est ce cheminement qui fait du doctorat une expérience unique et porteuse d'avenir. Ces qualités sont inestimables et essentielles pour la société comme pour votre carrière, qu'elle soit dans la recherche publique ou privée, dans d'autres secteurs de l'économie ou de la société, en créant votre propre entreprise, en rejoignant une entreprise existante, en collectivité, en association ou en fondation. La crise que nous traversons révèle de manière criante combien la société, l'économie, la soutenabilité nécessaire de la planète et la cohésion nécessaire de la société réclament vos talents et vos énergies. Le monde d'après n'est pas que l'accentuation des grands défis du monde d'avant. Par contre, il nécessite de repenser le monde d'après, non pas avec le kit de solutions toutes prêtes qu'on ripolline au goût du jour, mais avec des solutions d'après qui innovent, transgressent les schémas qui n'avaient pas marché jusqu'ici, avec les qualités que j'évoquais plus haut et que la conduite d'un projet doctoral vous a permis d'acquérir. La période que nous vivons s'est traduite par une confusion plus grande entre le fait, l'opinion, la croyance, par l'illusion entretenue de l'immédiateté possible de solutions, pire, par une montée des phénomènes complotistes dangereuses pour la démocratie. Nous en sommes collectivement la principale barrière.
La connaissance, la recherche comme la formation relèvent du temps long et doivent être soutenues dans le temps long, ce qui ne les empêche pas de se mobiliser pour contribuer à répondre aux enjeux et aux urgences. C'est bien là que réside notre difficulté, à nous faire entendre des dirigeants qui vivent dans le temps court des périodes électorales ou des bilans financiers d'actionnaires, comme des médias qui vivent dans l'instantanéité du scoop, des polémiques et de l'audimat. On peut remarquer qu'à travers la crise, collectivement, mondialement, la communauté scientifique a su expliquer très rapidement la physiopathologie du Covid-19. Mais c'est parce qu'il y avait des équipes qui travaillaient sur ce sujet depuis des vingtaines d'années, qui étaient prêtes à se mobiliser sur la compréhension du Covid-19. On a obtenu des vaccins efficaces, vaccinez-vous. On a obtenu des vaccins efficaces en moins d'1 an, mais ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y avait des équipes qui travaillaient depuis des années sur les vaccins ARN messager. On a besoin de ce soutien continu d'une recherche fondamentale, libre, innovante, créatrice, qui sait se mobiliser à un moment donné. Et sans ce soutien, la société, la planète ne s'en sortira pas. Quelle que soit la voie professionnelle et le secteur d'activité que vous avez choisi, vous avez la responsabilité d'incarner la capacité à éclairer nos sociétés et ces débats par vos connaissances et vos qualités, à les mettre en perspective en toute humilité. Il ne faut pas rechercher la société ou la gouvernance des experts, il faut se mettre au service de la société pour éclairer les choix démocratiques. Je forme le vœu que vous porterez haut les valeurs de Sorbonne Université et de son alliance, valeurs d'intégrité, d'ouverture d'esprit, de partage des connaissances avec la société. Je vous invite, pour celles et ceux qui s'engagent dans une carrière de chercheur, à prolonger ces valeurs en ne cédant pas au chant des sirènes, du facteur d'impact, du facteur H ou je ne sais quoi, des modèles d'édition privée qui règnent aujourd'hui. Contribuons ensemble à ouvrir et renforcer la recherche comme un bien public commun de la planète. Je vous invite maintenant, que vous êtes docteur des établissements de l'Alliance Sorbonne Université, à rejoindre, si ce n'est déjà fait, le réseau des alumni et son club des docteurs, qui se développe avec une belle dynamique. Ce réseau, avec ses 350 000 diplômés de Sorbonne Université à travers le monde, représente un extraordinaire réseau professionnel qui vous servira tout au long de votre carrière. C'est aussi un réseau qui vous permettra à un moment ou à un autre, quand ça viendra, de rendre à l'université ce qu'elle vous a apporté. Et si vous rendez autant qu'on vous a apporté, nous sommes confiants dans notre avenir. Apporter en participant à du mentorat d'étudiants, à nos conseils de perfectionnement, à accueillir des stagiaires, à recruter nos diplômés qui ont la même qualité de formation que vous, à donner de votre temps en mécénat de compétences et à participer activement à notre réseau d'influence et à nos campagnes de levée de fonds. Vous nous êtes, dans tous les sens, extrêmement précieux pour ce que vous êtes et pour ce que vous rendrez à Sorbonne Université et à son alliance de ce que vous êtes. C'est pourquoi le doctorat a une importance particulière à l'Alliance Sorbonne Université, où tous les savoirs s'épanouissent. Je voudrais évidemment à ce moment remercier l'ensemble des équipes dédiées au doctorat dans les écoles doctorales, dans le travail qui a été réalisé sous la houlette de Muriel Hombeher, femme discrète mais ô combien efficace, dynamique, entreprenante et résiliente, pour constituer ce collège doctoral de l'Alliance Sorbonne Université, et à Bertrand Granado qui reprend le relais après avoir porté bien haut l'école doctorale des sciences informatiques. La formation doctorale à Sorbonne Université est à même de répondre à la complexité des défis sociétaux. Le changement climatique, la conservation et la transmission du patrimoine, la révolution des données ou encore enfin mettre en place une vraie politique de soins de santé primaire qui nous aurait évité d'être soumis à la pandémie comme nous l'avons été, assurer l'autonomie des personnes et la cohésion
des sociétés multiculturelles contemporaines. Nous formons à l'Alliance Sorbonne Université 3600 doctorants en continu, autant de femmes que d'hommes, et nous avons un attachement particulier à ce que la formation à Sorbonne Université, de la licence au doctorat, soit basée sur un égal accès à l'entrée, avec l'appui d'aides étudiantes ou de doctorants sans contrat, des passeports de la Fondation, des passeports de la réussite, pour pouvoir assurer un accès équitable avec les mêmes chances vers la recherche et la formation doctorale. C'est la voie tracée par Sorbonne Université et les autres universités de recherche. Face à une logique nationale qui a eu tendance à s'appuyer sur des écoles sélectives de reproduction sociale, nous faisons vivre le modèle d'une université de recherche d'excellence reconnue à l'international et qui valorise les mérites de ses éminents étudiants avec une véritable exigence. Un bagage solide qui amène vers la recherche et le développement, vers les entreprises ou vers des organisations publiques en France, en Europe et dans le monde. Il n'y a pas de cérémonie des docteurs de l'Alliance Sorbonne Université sans marraine ou parrain. Et celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de prêter leur nom à nos promotions illustrent la diversité des formations, des parcours et des aventures humaines. Le parrain de cette double promotion 2019-2021 s'y inscrit naturellement et son appétit peut facilement s'accommoder d'une double promotion. Médecin et scientifique, David Klatzmann marie la fougue débridée du découvreur, l'énergie débordante de l'entrepreneur et l'impatience révoltée contre tout ce qui limite ses capacités d'action. C'est un personnage haut en couleur, dans tous les sens du terme que vous ne verrez pas aujourd'hui, car elles sont masquées par la toge professorale assez contingentée. Docteur en médecine, docteur en sciences, professeur en immunologie à la faculté de médecine, chef du service de biothérapie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, directeur d'unité de recherche associant suivant les périodes l'INSERM ou le CNRS, mais toujours Sorbonne Université. David Klatzmann est un pur produit de l'université Pierre-Marie Curie, puis de Sorbonne Université, et un vrai mandarin, mais pas dans le moule. Il a cassé le moule. Cela, c'est l'image d'Épinal. Au-delà de son caractère bouillonnant, qui déborde parfois comme un volcan trop vivant, c'est un vrai rôle modèle pour vous, nouveaux docteurs et docteurs de Sorbonne Université. David a été parmi les tout premiers médecins travaillant sur le sida, en analysant leurs déficiences immunitaires et en passant déjà, tout jeune, hors de la boîte. Il a ainsi proposé de rechercher le virus dans les ganglions lymphatiques, là où finalement il a été trouvé par l'équipe de Pasteur à travers son microscope, à qui les médecins de la Pitié avaient confié des prélèvements de ganglions de malades atteints du sida. Cette découverte a débouché sur le prix Nobel. David, ne connaissant pas les codes, insouciant à l'époque, ne s'était pas battu pour être auteur du papier Princeps. C'est la vie. Aujourd'hui, 40 années plus tard, l'accompagnement des docteurs de Sorbonne Université fait que leur reconnaissance dans les publications et dans les innovations, dans les créations de l'université, aujourd'hui, sont bien reconnues. Il a poursuivi en apportant la première évidence que l'HIV est la cause et non la conséquence du sida. Il a caractérisé pour la première fois une molécule, le CD4, comme récepteur de rétrovirus. Un tel démarrage aurait suffi à beaucoup. Il a suffi à certains et certaines. David ne s'est pas arrêté là. Et la créativité tout au long de sa carrière est réellement impressionnante. Après l'HIV, il a développé le concept des gènes suicides appliqués au contrôle de certains lymphocytes et du cancer. Et il a ainsi réalisé les 2 premiers essais européens de thérapie génique anticancéreuse. Il s'est ensuite intéressé à une autre famille de lymphocytes régulateurs et à leurs effets thérapeutiques. Et plus récemment, il a publié les 2 premiers essais thérapeutiques d'une interleukine, tout ça est très technique, utilisée à faible dose pour les maladies auto-immunes. Jusque-là, elle était utilisée à forte dose. Et cette utilisation à faible dose ouvre un champ thérapeutique nouveau et considérable.
C'est donc une capacité de créer, de réfléchir, d'innover, de penser, de sortir des codes de la discipline qui a marqué l'ensemble de sa carrière et avec le caractère qu'est le sien, sans se faire que des amis. Il se décrit lui-même comme un immunologiste translationnel. C'est minimiser à mes yeux l'originalité de sa pensée créatrice qui a bousculé tout au long de sa carrière les idées reçues. Mais c'est vrai, au regard des essais thérapeutiques majeurs qu'il a conduits quand ce n'était pas la mode, des 35 familles de brevets qu'il a déposées et des 4 start-up qu'il a créées, en se débrouillant, bon an, mal an, car à cette époque-là, l'université n'avait pas construit, comme ça a été fait depuis et récemment sous la houlette de Nathalie Drachtemam, tout l'écosystème d'innovation qui accompagne les chercheurs vers le transfert et vers la création d'entreprises innovantes. David Klatzmann est encombrant, vitupérant parfois, mais c'est une chance et un honneur pour Sorbonne Université de l'avoir avec nous. Sur une note plus personnelle, ce n'est ni un savant cosinus, ni un ermite. Ça peut être un ami très cher et très ouvert aux autres. J'ai été stupéfait de lire, il y a quelque temps, dans un grand journal, l'interview d'une scientifique très réputée, présentant l'engagement dans la recherche comme quasi monacal. Ça donne franchement pas envie. Et je voudrais, là encore, illustrer la vie de David Klatzmann pour vous donner l'espoir pour la suite de votre vie de docteur et docteur de l'Alliance Sorbonne Université. Quand on lit l'un des ouvrages écrits par sa femme, peintre, sculptrice et écrivaine, sur les doutes qui la saisissaient, elle, au début de son chemin, alors que David effectuait son postdoc à New York, et le rôle de l'amour de David pour lui donner confiance en elle, quand on voit en retour le point d'ancrage qu'elle représente pour son équilibre à lui, qu'on voit leurs 3 beaux grands enfants épanouis, on ne peut que se dire que la passion de la recherche, de la médecine et de l'entreprise peuvent se conjuguer avec bonheur, avec l'amour et une vie familiale épanouie. Que l'une s'enrichit de l'autre et pas l'inverse. On n'a pas de choix à faire dans la vie, les passions se conjuguent, les passions sont en synergie et il faut les vivre sans limite. Et de ce point de vue, pour conclure, je vous demanderai simplement de quel plus beau parrainage pouviez-vous rêver, vous, la promotion David Klatzmann des docteurs de l'Alliance Sorbonne Université. Je rends la parole à Sandy. Merci infiniment, Jean Chambas, pour ce très beau discours. Merci beaucoup. Je les ai annoncés tout à l'heure. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Javier Gimeno, doyen de la faculté INSEAD, Christophe Guy, directeur de l'UTC, et en ligne, Nathalie Machon, directrice de l'école doctorale Sciences de la Nature et de l'Homme, Évolution et Écologie et représentante du MNHN. Chacun d'entre vous a évidemment un propos à adresser à ces docteurs. Javier, quel est-il pour vous ? Et bien sûr, Sandy, au nom des corps professionnels, professoral de l'INSEAD, je voudrais féliciter à l'ensemble de toutes et tous les nouveaux docteurs, et en particulier notre diplômé de l'INSEAD, ainsi que leurs proches. Pour terminer un doctorat dans les conditions difficiles actuelles, il a fallu une persévérance et une résilience exceptionnelles, et ce sont des compétences qui vous seront très utiles pour le reste de votre vie professionnelle. Plus que jamais, dans ce monde des fake news et des chambres d'écho, la société a besoin de docteurs pour se consacrer de manière responsable à la recherche impartielle de la vérité et la création de connaissances au profit de la société. L'INSEAD est fier de voir nos doctorats participer à cette cérémonie en tant que membre de l'Alliance Sorbonne Université. Cela renforce nos racines institutionnelles en France et en Europe, tandis que notre envergure mondiale soutient la visibilité internationale et l'ambition de l'Alliance. Nos doctorats de l'École de commerce sont actifs dans plusieurs instituts et initiatives de l'Alliance,
notamment, mais pas uniquement, dans l'initiative Économie de la santé. Et cette année académique, nous célébrons particulièrement une étape importante de notre collaboration avec un partenariat doctoral INSEAD-Sorbonne Université signé en décembre dernier et en cours de mise en œuvre. Nous espérons que ce partenariat produira de nouvelles opportunités de création et d'échange de connaissances et rapprochera nos institutions. Alors, nous souhaitons aux diplômés le plus grand succès dans le parcours professionnel et espérons que, peu importe jusqu'où ils iront dans le monde, ils resteront intellectuellement et émotionnellement attachés à leur alma mater. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Javier. Et on a envie d'applaudir, c'est terrible. Vous, Christophe, j'imagine aussi que vous avez quelques mots à adresser à ces docteurs. Chers nouveaux docteurs, chers nouvelles docteurs, je vous félicite toutes et tous pour l'obtention de votre doctorat. Ce diplôme que vous recevez aujourd'hui, vous l'avez bien mérité. Vous avez fait preuve d'effort, de volonté et de persévérance. Vous voici aujourd'hui avec ce diplôme tant désiré. Je remercie vos proches qui vous ont soutenu dans les moments de découragement. Bravo à vous toutes et vous tous. Certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé leur carrière, peut-être en recherche ou dans une autre profession, qui vous permettra de mettre de l'avant les habiletés que vous avez pu développer pendant vos recherches. Et pourquoi pas un projet de start-up pour continuer à développer, à appliquer, à commercialiser les nouvelles technologies, les nouveaux procédés, les nouvelles innovations auxquelles vous avez travaillé. Félicitations à toutes et à tous. Je vous souhaite un très grand succès dans la suite de votre carrière. Merci. Merci à vous, Christophe. Et vous, alors Nathalie, vous vous êtes connectée aussi pour vous adresser à ces docteurs. Quel est votre message ? Bonjour à toutes et à tous. Au nom du président du Muséum, je suis très heureuse d'être auprès de vous aujourd'hui, au moins par le son et par l'image, pour cette remise de diplôme de doctorat. Je veux revenir juste quelques instants sur le fait que vous avez bouclé votre travail de thèse dans des conditions tout à fait difficiles. La recherche, c'est avant tout des travaux collectifs, de la collaboration entre chercheurs et chercheuses, juniors et seniors, de la même discipline ou de disciplines différentes, et tout ce dont vous avez été privé pendant une longue période de votre thèse. En tant que directrice de l'école doctorale Sciences de la Nature et de l'Homme, je pense particulièrement à celles et à ceux d'entre vous qui ont soutenu une thèse en sciences naturelles, dont les manips sont souvent calées sur le printemps et qui ont subi des saisons difficiles. Je pense aussi à celles et à ceux qui travaillent en sciences humaines et sociales, dont le terrain est à l'autre bout du monde et qui ont donc souffert des restrictions de déplacement. Malgré cette situation tout à fait inédite à notre époque, vous êtes allés au bout de votre travail de thèse. Vous avez soutenu à huis clos ou en visio. Je veux vous dire que je vous admire et que je vous félicite. Je souhaite que vous trouviez rapidement votre place et votre épanouissement dans le monde professionnel, soit dans la recherche académique, soit dans les 1000 autres secteurs qui s'offrent à vous. Je suis sûre que vous saurez mettre au service de la société ce que vous avez acquis de connaissances et de compétences au cours de votre thèse. Notre société actuelle a terriblement besoin de scientifiques de haut niveau pour faire face aux défis sociaux et environnementaux. Je sais qu'elle peut compter sur vous. Je vous souhaite une très belle cérémonie. Merci beaucoup, Nathalie. Et vous avez raison, ce qu'il faut redire, c'est que plusieurs nationalités sont représentées parmi les docteurs et que beaucoup d'entre eux ont eu la chance aussi de voyager dans le cadre de leurs travaux de recherche. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un peu chauffer vos machines et que vous nous disiez dans quelle ville vous êtes actuellement. Alors voilà, vous avez la barre latérale à droite, reprenez-la, vous avez un petit onglet là pour pouvoir marquer la ville dans laquelle vous êtes. Et j'aimerais bien qu'on sache un peu, nous, d'où vous nous regardez. Madrid, waouh, il fait chaud là-bas. Nous aussi un peu encore. Bordeaux, évidemment, la France, Beyrouth, Dijon. Alors vous allez pouvoir faire ressortir ainsi. Voilà, bon, Paris, évidemment, ressort. Mais on a énormément de pays qui sont en train de s'afficher. Marseille, donc la France. OK, Brest pour la France. Je cherche encore un peu la France, Dijon. Quoi d'autre en France ? Choisy-le-Roi, la banlieue parisienne, si je ne m'abuse. Il y a beaucoup qui ressortent. Montréal ressort un petit peu, là aussi. Quoi d'autre ?
Montpellier, la Grèce, l'Allemagne, Manille. Ça en fait des gens qui viennent de partout dans le monde. Qui a-t-il, Jean? Islamabad, mais tout à fait. Oui. Bologne, Boston, Alger, je ne le vois pas, mais si vous le dites. Le Chili. C'est des villes que vous avez eu la chance de côtoyer, vous, messieurs, mesdames, madame. C'est des villes que vous avez, dans lesquelles vous vous êtes rendus des fois pour vos travaux de recherche? Oui. Jean? Ce que ça montre surtout, c'est que Sorbonne Université, l'Alliance Sorbonne Université a une attractivité internationale considérable et que nous avons le privilège de nous enrichir d'esprits brillants de l'ensemble de la planète et que beaucoup de nos docteurs vont ensuite irradier l'ensemble de la planète à l'occasion de stages doctoraux ou de leur carrière professionnelle. Le monde est global, mais ça c'est un mondialisme heureux parce que c'est un mondialisme de la connaissance, de l'échange et du bien public. En tout cas, j'aime bien, le monde est global. Ici, donc, et là, sur la planète, et tous réunis aujourd'hui. Et pour vous rendre hommage, où que vous soyez, on a voulu vous adresser quelques mots. C'est en images, on regarde. Bonjour à tous, avec mes collègues ici réunis, nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue et de vous féliciter pour votre doctorat, surtout dans cette période difficile. Voilà, bravo, vous avez été tous courageux et nous vous attendons avec impatience au sein du Club des docteurs pour des nouvelles activités. Bonjour et bravo à tous, vous pouvez être fiers d'être docteur et d'appartenir à notre belle communauté. Bravo encore. Félicitations pour votre diplôme. Vous avez la chance d'avoir un doctorat. Le doctorat par rapport aux autres formations a une chose exceptionnelle, c'est toute cette aventure de recherche. La recherche, ça donne une ouverture d'esprit, une créativité. Donc gardez cette créativité toute votre vie. C'est une chance que vous avez et gardez-la. Et bonne chance dans votre vie professionnelle. En tant que docteur en géographie de Sorbonne Université et expert énergie, climat, gouvernance, je voulais féliciter les promotions 2020 et 2021 de jeunes docteurs de Sorbonne Université pour tout le travail qu'ils ont accompli pour arriver au bout de leur thèse et soutenir leur thèse. Et je sais combien l'effort est énorme. Et d'aujourd'hui, donc c'est un jour de joie. Vous allez recevoir donc votre diplôme. Et nous espérons pouvoir tous vous accueillir dans le club des docteurs de Sorbonne Université Alumni pour qu'on puisse continuer à échanger au niveau des docteurs des 3 facultés, lettres, sciences et médecine, et pouvoir transformer le monde dans lequel on est et sortir de cette crise Covid-21 grâce à la science et à l'innovation. Bonjour, je m'appelle Federico Semborin, je viens de l'Argentine. Et en 2017, j'ai soutenu une thèse en sociologie à Sorbonne Université. Je voudrais vous dire que ce travail de thèse, ce travail de recherche était très dur, comme tout le monde le sait. Mais je voudrais vous dire qu'il y a une vie après la thèse. Cher jeune docteur, bravo pour cet accomplissement, avoir obtenu une thèse pendant ce contexte de pandémie. Vous avez déjà prouvé beaucoup et je vous souhaite de rester sur ce chemin de réussite. Je suis docteur en linguistique de la promotion 2010 et je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à tous les docteurs de cette année à qui je souhaite tout le succès qu'ils méritent. Le doctorat est un beau diplôme qui mérite encore d'être davantage reconnu en France, dans nos entreprises et aussi dans nos institutions. Alors le message que je souhaite adresser ce soir à tous les nouveaux docteurs, c'est de porter haut les valeurs de notre diplôme et les valeurs de notre université. À tous les doctorants, je voudrais adresser mes plus sincères félicitations. Bravo, vous êtes arrivés. Plus de 3 ans de travail avec des hauts et des bas, des aventures. On est tous passés par là. On sait que c'est compliqué, mais maintenant vous êtes docteur.
Alors maintenant, c'est la suite d'une nouvelle aventure. Encore, vraiment, bravo. Chers docteurs et docteurs 2021 de la Sorbonne, félicitations. Félicitations, vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire, surtout dans les conditions dans lesquelles vous l'avez fait, c'était absolument fabuleux. Bienvenue chez les alumni et bonne chance pour la suite. Cher docteur, bravo et félicitations pour l'obtention de votre diplôme, particulièrement dans les conditions que nous avons traversées dernièrement. Vous avez tous les outils nécessaires pour entrer dans le monde du travail et pour surmonter toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer. Encore félicitations et encore bravo. Restez innovants et faites avancer la science. Ciao! Chers docteurs, recevez toutes nos félicitations de la direction des relations alumni de Sorbonne Université. Après tous les efforts que vous avez réalisés pendant toutes ces années, vous poursuivez votre carrière et vous allez continuer à travailler pour les enjeux du monde, à travailler pour les défis qui sont devant nous très très grands. Souvenez-vous que le réseau des diplômés est là pour vous, les autres docteurs de Sorbonne Université sont là pour vous, mais vous êtes vous aussi une solution pour les autres tout au long de votre carrière et dès maintenant. Vous pouvez aider un autre docteur, aider un autre ou une autre diplômée de Sorbonne Université. C'est comme ça qu'on construit des communautés et c'est comme ça qu'on répond ensemble aux grands enjeux de nos sociétés. Bravo encore et à très vite dans le réseau alumni de Sorbonne Université. Et alors, je vais me tourner à présent vers vous, Nathalie Drache-Temam, vice-présidente recherche, innovation et sciences ouvertes, Sorbonne Université. Qu'avez-vous, vous, envie d'adresser aux docteurs ? D'abord, bravo à toutes et à tous, docteureux et docteurs de Sorbonne Université et de l'Alliance Sorbonne Université. Et là, on voit sur la galerie là, que nous, on voit sur la télé, autant de femmes et d'hommes. Et je sais que diplômés de Sorbonne Université, nous avons à peu près autant de femmes et d'hommes. Vous êtes, et je m'adresse directement aux docteurs et aux docteurs, vous êtes vraiment des éléments et des acteurs importants de la société par vos connaissances, vos savoir-faire, vos savoir-être dans les métiers que vous exercez, que vous allez exercer. Vous allez porter, et ça c'est important, la science, ce qu'est la science, ce qu'est le temps long de la recherche, comme on l'a dit, l'esprit critique, la démarche scientifique, et dans ces temps, c'est essentiel. Vous allez porter ça, et vous allez porter ça avec intégrité et éthique, et c'est des choses auxquelles vous avez été formés, sensibilisés à Sorbonne Université durant votre doctorat, et ça c'est important, je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Vous allez, ça a été dit, et vous êtes au cœur de tout ce qui va se passer au niveau des transitions sociales, sociétales, économique, environnementale, et on compte sur vous sur tous ces aspects pour faire vivre la science. On l'a dit plusieurs fois, les docteurs de Sorbonne Université sont des ambassadeurs pour Sorbonne Université et on compte sur vous, mais vous pouvez aussi compter sur nous pour de la formation, pour des étudiants, des doctorants, pour des projets de recherche, pour des projets d'innovation. Donc n'hésitez pas à revenir aussi vers nous. Et un message tout personnel, on a tous plein de combats. Il faut savoir, et c'est important, prioriser ces combats et savoir le combat à un instant donné qui est le plus cher et le plus fort pour nous. Et je pense que c'est important, souvent, on se disperse, mais il est important aussi, si on veut apporter et apporter des solutions, d'avoir un combat à la fois. Voilà. En tout cas, une bonne carrière et un bon futur à toutes et à tous. Merci beaucoup, Nathalie, pour eux.
Après ces beaux messages de félicitations et une année, il est vrai, pour le moins particulière, nous avions envie de vous laisser la parole et d'en savoir un petit peu plus sur vous. Pour ce faire, on a choisi 3 ambassadeurs pour répondre à cette question. Quelle est votre plus grande fierté? Cette question, je vais d'abord la poser à Brenna Conin. Elle est biologiste et travaille sur l'ADN. Brenna, bonjour. Quelle est votre plus grande fierté à vous? C'est une grande question, hein? Oui, c'est une grande question, effectivement. Déjà, je pense qu'avoir fini sa thèse et avoir soutenu en temps de pandémie, ça peut être une fierté pour toutes et tous les docteurs et docteurs qui sont présents ici. Une thèse, c'est pas facile physiquement, mentalement, émotionnellement, et le fait qu'on ait réussi, je pense qu'on peut déjà tous être très fiers de nous. Et bizarrement, les choses dont je suis les plus fière ne sont pas directement liées à ma thèse ou à la recherche, ce sont mes actions de communication scientifique. Je suis très fière et honorée de pouvoir participer à des événements comme Pint of Science, la fête de la science ou ma thèse en 180 secondes. La communication, c'est très important et c'est un moyen extraordinaire d'avoir confiance en soi et de combattre le syndrome de l'imposteur ou même la dépression, dans mon cas. Et c'est toujours très enrichissant de voir l'impact qu'on peut avoir en tant que chercheur et chercheuse sur le grand public quand on prend le temps de vulgariser la science. Et comme ça a été répété beaucoup de fois déjà aujourd'hui, la société en a besoin et a besoin de nous et a besoin qu'on prenne le temps d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, comment ça se passe. Et je suis sûre que les plus de 1000 personnes qui sont là aujourd'hui en sont capables. Et voilà, donc bravo à tous et à toutes. Et voilà. Merci Brenna. 1725 docteurs ainsi que leurs familles, leurs amis, ça en fait effectivement du monde. Même question pour Orlando Chukimia qui a fait son doctorat au LIPS 6. Sujet de thèse, un circuit de vision électronique pour l'exploration du côlon, lauréat notamment d'un prix du concours d'innovation d'IPHD organisé par BPI France. Orlando, quelle est votre plus grande fierté à vous? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'il est là, Orlando? Tout à l'heure, en répétition, il l'était. Oui, ah. Voilà, je suis là. Okay. Bonjour à tous et merci pour la question. Et je sens que la thèse est le moment de plus grande fierté. Comme vous savez, au début de la thèse, les doctorants se lancent dans une aventure de recherche scientifique tout accompagnée pour ses encadrants de thèse. À ce moment-là, on comprend la problématique, mais on n'a pas encore la solution. Et c'est pour ça qu'on étudie le passé, le futur autour de notre problématique. On fait des hypothèses à partir de nos idées et on choisit une direction. Et après 3 ans de l'avoir développé, l'avoir fait évoluer, l'avoir présenté, l'avoir reçu des critiques et l'avoir défendu ensuite, à la fin, la thèse devient une partie de nous. Il rentre au plus profond de notre corps. C'est pour ça qu'on met tous nos efforts pour amener au mieux la thèse, parce qu'on voudrait que simplement soit parfait. C'est pour ça qu'on travaille jusqu'au très tard, surtout au moment de la rédaction de thèse, et c'est pour ça qu'on parle de notre sujet aux autres, on le fait avec tel enthousiasme. C'est pour ça que je sens que la thèse est devenue notre plus grande fierté. Merci de ce petit mot que vous nous laissez, Orlando. Même question pour le moment à Isabelle Dumont-Daillot, agrégée de lettres classiques, docteur en études grecques à l'école doctorale Mondes anciens et médiévaux. Elle a traduit et commenté des discours moraux du rhéteur grec Dion Chrysostome. Isabelle, votre plus grande fierté? Bonjour. Bonjour. On vous écoute, Isabelle, pour la question. Vous nous entendez? Ça va marcher. Ah, un petit problème de micro. C'est de réussir à faire marcher le matériel informatique. C'est bon? Voilà. On vous écoute. Alors, cette question sur ma plus grande fierté m'a beaucoup fait sourire. Parce qu'on imagine la fierté et l'orgueil arrogant du docteur qui a réussi. En réalité, pour moi, le doctorat a été un long chemin vers l'humilité, un long apprentissage. J'ai passé ma thèse à 40 ans. J'ai voulu traduire un texte grec très difficile sous la direction de l'éminent professeur M. Alain Billot.
Et j'ai été confrontée à des échecs, à des erreurs. Je suis très fière aussi d'être sortie de ma zone de confort en m'inscrivant au concours ma thèse en 180 secondes, qui a été très formateur pour moi. Je suis très très fière, surtout, de ne pas avoir trahi ma promesse d'aller au bout de cette odyssée, parce que c'en est une. J'ai traduit un texte qui est très difficile et qui est magnifique et que j'espère diffuser, qui 2000 ans après avoir été écrit nous parle encore. Et je suis très fière, je crois, de ne pas avoir trahi le sens de ce texte en le traduisant. Mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir mené à bien ce travail tout en travaillant, tout en élevant seule mes enfants. Et ce qui reste vraiment cette fierté personnelle, c'est d'avoir montré l'exemple à mes enfants qu'on pouvait rêver très haut et qu'on pouvait se surpasser pour atteindre ce rêve. Voilà ce qui donne du sens à toute une vie. Eh bien, merci à vous, Isabelle. Vous nous faites rêver et ça fait du bien. Merci pour vos retours d'expérience, d'avoir été nos 3 ambassadeurs. Évidemment, vous êtes 1725 derrière vos écrans. Alors, merci à tous. Voilà, je crois que c'est ce qu'il faut vous dire. Bravo, encore. On va accueillir les prochains invités. Ils vont nous rejoindre en gradin. Ce sont les doyens. Stéphane Régnier, doyen de la faculté des sciences et d'ingénierie, et Alain Talon, doyen de la faculté des lettres. On les accueille tout de suite en gradin. Messieurs. Cette fois, bienvenue. J'ai parlé plusieurs fois sur le jingle. Pour l'heure et pour poursuivre, j'aimerais donner la parole à Monsieur Klatzmann. Vous êtes le parrain de la promotion 2019-2021, mais je vous présenterai bien moins bien que ce qui n'a été fait tout à l'heure. Vous aviez envie, évidemment, d'adresser un mot à tous les docteurs. Je vous laisse la place. Ah bah non. Qu'est-ce que vous perdez? Vous perdez? Vous voulez pas, non? Alors... Je vous l'avais dit qu'il était un peu particulier. Monte. Vas-y, papy. Merci Jean de faire tout ce que tu fais pour moi depuis si longtemps. Donc c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être le parrain de cette promotion. Plus de 1725 docteurs et surtout des docteurs qui sortent un peu donc, de ma zone de confort, comme ça dit après, c'est-à-dire la médecine et les sciences, la philo, l'économie et autres. Donc je remercie Sorbonne Université pour cet honneur qu'ils me font, et en particulier Jean Chambaz. Il sait qu'il a pris un grand risque en me demandant de parler devant vous, et il le sait, il l'a fait en le sachant. Il vous l'a un peu dit tout à l'heure. Donc pour cette circonstance si particulière, il m'a semblé que ce qu'il fallait que je fasse ici, c'est d'essayer de vous transmettre une expérience personnelle, en espérant qu'elle puisse inspirer les jeunes docteurs que vous êtes et que j'ai été moi-même par le passé. Ce que je vous propose donc, c'est un bref voyage qui va nous emmener du boulevard de l'Hôpital aux îles Éoliennes, en passant par la forêt équatoriale et finalement, peut-être un peu dans ma tête, partager mes expériences et mes émotions. Donc, mes liens avec l'université datent de presque 50 ans maintenant, puisque j'ai commencé mes études de médecine en 1972. En fait, cette université, je ne l'ai presque jamais quittée, si on accepte la parenthèse de mon séjour de 2 années à New York que Jean a mentionné, qui ont été des années aussi inoubliables, même si elles étaient loin de Sorbonne Université, puisque c'est les années où j'ai rencontré mon mentor scientifique, Richard Axel, mais ça, c'est une autre histoire que je n'ai pas le temps de vous raconter ici. Non, en fait, en y pensant, j'ai fait une deuxième infidélité à Sorbonne Université, quand j'ai voulu faire un petit peu de philosophie aussi. Bon, à l'époque, la fac de médecine, la fac de sciences n'était pas encore liée aux facs de lettres. Et j'ai été faire ces quelques études de philosophie à la fac de Vincennes, mais la fac de Vincennes, pour ceux qui l'ont connue, c'était quelque chose de très particulier, c'était là que l'action se passait. Et c'est surtout là que Jean-François Lyotard enseignait. Et c'est lui que j'avais envie d'écouter après avoir lu son livre « L'économie libidinale », qui était tout un programme.
Mais c'est pas du tout, ça me fait faire une digression que je n'avais pas du tout prévue. Donc, étudiant dans cette université, j'ai passé 2 thèses, d'abord celle de médecine et puis celle de sciences. Et puis ensuite, j'ai été nommé professeur, donc je ne l'ai jamais quitté. Et juste, j'espère que, dans le fond, ce parrainage, cet honneur qu'on me fait là, n'est pas juste là pour récompenser la longévité de mes liens avec l'université, une sorte de médaille, comme les noces de je ne sais quoi, d'ailleurs, de platine avec l'université. Donc, pour être plus sérieux, en fait, je dois tout, pour ce qui est de ma carrière professionnelle, évidemment, à Sorbonne Université. Je commençais en vous disant que dans le fond, sans Sorbonne Université, probablement je serais aujourd'hui pêcheur professionnel dans les îles éoliennes, plus précisément à Salina, pour ceux qui connaissent ou qui veulent regarder, un endroit absolument magnifique. Peut-être pêcheur professionnel à la retraite. Et pourquoi ? Parce que, en effet, pendant les étés de mes 16, 17, 18 ans, j'y ai travaillé pour la famille Folone et son patriarche Luigi, une famille importante de Salina. J'ai malheureusement pas le temps ici de vous parler de ces moments de pêche au thon, à l'espadon, absolument extraordinaires, des combats avec ces poissons géants, des succès, des déceptions. Dans le fond, des émotions qui sont assez proches de ce qu'on peut ressentir quand on fait de la recherche. Mais donc, c'était l'été de mes 18 ans. J'étais donc pêcheur avec Luigi. Et un soir tard, nous revenions de la pêche. Il était déjà tard dans la nuit. Nous étions fourbus. Nous étions en train de manger et de boire un peu de ce vin rouge assez lourd local. Quand tout d'un coup, Luigi, sortant de son silence, il était très taiseux, me dit « Davide, ti piacciono le mie figli ?» Donc en français, David, elles te plaisent. Est-ce que mes filles te plaisent ? Je ne vous décrirai pas ici les belles Rita et Clara Folone, bien qu'elles l'auraient mérité. Je me suis un petit peu raidi à cette question qui m'a appris de court. Bien sûr, je lui ai répondu qu'évidemment, j'appréciais beaucoup ses filles. Et il m'a alors tout simplement proposé de choisir celle que je préférais, de l'épouser et qui me donnerait en dot une maison et un bateau de pêche. Donc à 18 ans, c'était quand même une dot conséquente. Et je ne vous ai pas parlé de Rita et Clara. Donc malgré la générosité de cette offre et mon amour pour Salina, à 18 ans, j'avais quand même déjà d'autres projets. Mais comment répondre à Luigi sans le froisser ? C'était quand même un homme que je respectais beaucoup. Et oui, Jean, il y a des gens que je respecte beaucoup. Donc, malgré mon cerveau un petit peu ralenti par la fatigue, par l'alcool, un éclair me vint et je lui dis « Luigi, je te remercie, c'est une offre très généreuse. Mais je viens d'être accepté à l'université pour commencer des études de médecine et je ne peux pas laisser passer cette chance. Donc, je reviendrai à Salina quand je serai médecin. » C'était un refus acceptable pour Luigi. L'honneur était sauf, et l'honneur est important dans les îles éoliennes, en Sicile. Et pour moi, et pour ceux qui me connaissent un peu, ça a été sûrement mon plus grand et peut-être mon seul moment de grande diplomatie. Jean appréciera. Donc voilà comment je dois ma carrière à l'université avant même d'y avoir commencé mes études. Bon, je passerai justement assez rapidement sur les études que j'y ai faites. Vous en avez faites aussi. Vous savez combien c'est formidable d'être étudiant. Pas toujours, mais souvent. 2 mots quand même. Médecine, pour commencer. Je pense qu'une chose qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que mentionner quand même cette situation incroyable, à peine 20 ans, avoir son cadavre à disséquer, c'est comme ça qu'on apprend l'anatomie. Ça vous met les pieds sur terre et c'est bien utile par la suite. Et puis ensuite, mes études de sciences. Et là, enfin, là où j'ai trouvé ma véritable stimulation intellectuelle. Et puis évidemment, toutes ces études, c'est entrecoupé de rencontres. Je ne vais pas en citer trop ici. Il y en a juste quand même 2 à qui je voudrais un peu rendre hommage. Puisque c'est l'université qui m'honore, et ce sont des gens qui ont été importants pour moi dans cette université, Marcel Legrain et Pierre Simon, un néphrologue et un pharmacologue, 2 personnalités fortes de cette université, 2 médecins de renommée internationale, et ils ont tous 2, alors que j'étais quand même assez différent de leur monde, ils ont tous 2 su reconnaître
chez cet étudiant aux cheveux très longs, à l'accoutrement bizarre, pattes d'éléphant, tunique fleurie, sabots, ils ont su reconnaître une personne qu'ils ont eu envie de soutenir et qu'ils ont soutenue. Et je les remercie ici vraiment très sincèrement. En fait, je dois probablement ma nomination de professeur à ces deux personnes en partie. Et sa nomination de professeur, d'ailleurs, elle mérite un petit détour et, d'une certaine manière, un outing. On était en 84, j'avais presque 30 ans. Je venais de publier mes papiers dans Science and Nature quand Jean-Claude Gluckman, mon patron de l'époque, me dit que le doyen Jean-Claude Legrand souhaitait me voir. Alors cette perspective m'inquiétait un petit peu, car en fait j'avais déjà rencontré le doyen quelques années auparavant, mais dans des circonstances assez particulières, puisque c'était quand, en tant qu'étudiant en médecine, nous l'avions séquestré dans son bureau pendant plusieurs heures. Alors ne me demandez pas les raisons, elles étaient probablement futiles, et je ne m'en souviens même plus. Donc j'avais passé quelques heures dans son bureau, assez quand même proche de lui, mais heureusement pas seul, il y avait d'autres étudiants. Je n'étais même pas le leader de ces choses-là, je n'étais pas le leader de ce genre de choses, mais j'y participais volontiers. Mais je me demandais quand même s'il allait me reconnaître. Donc j'ai été à ce rendez-vous, l'entretien s'est très bien passé. En fait, Jean-Claude Legrand avait très envie d'en savoir plus sur les rétrovirus, et notamment les rétrovirus du chat, qui donnait ce qu'on appelait à l'époque le sida du chat qu'il affectionnait particulièrement. Et puis donc nous avons discuté pendant quelques temps, et puis le rendez-vous a pris fin. Et puis à la fin de l'entretien, il m'a nonchalamment dit « Ah, à propos, vous serez nommé professeur dans 5 ans ». Donc je sais que les recommandations de Marcel Legrain et de Pierre Simon ont sans doute été beaucoup pour cette proposition. Je suis sorti de son bureau sur un petit nuage, évidemment. La perspective d'être nommé professeur de cette précieuse université était évidemment tout à fait stimulante. Et puis surtout, 5 années plus tard, j'ai effectivement été nommé professeur à 35 ans, ce qui était plutôt jeune pour cette faculté de médecine. Voilà, donc vous devez savoir que vous êtes docteur d'université d'une grande ouverture d'esprit, puisqu'elle est capable de nommer professeur une personne qui a séquestré son doyen. Mais sachez quand même que tout ça, c'était dans les années post-68, et que de nos jours, on ne séquestre plus son doyen, ni son président ou sa présidente d'ailleurs. D'accord ? C'est le passé. Bon, cela étant dit, il me reste maintenant à vous parler du plus important, qui est de la formidable aventure scientifique que j'ai vécue dans cette université. Alors évidemment, je vous parlais que de la première qu'a évoqué Jean, qui concerne le sida. Je ne vais pas vous faire toute ma vie scientifique. J'ai commencé à travailler sur le sida dès 81, et c'est le hasard qui a un peu fait que j'ai commencé ces travaux, puisqu'il s'avère que lorsque j'étais chez Marcel Legrain, je me suis intéressé à des cellules du système immunitaire qu'on appelle les lymphocytes T4, à l'époque, qu'on appelait T4, aujourd'hui CD4. Et m'étant intéressé à ces cellules et les connaissant un petit peu, j'ai été amené à réaliser les investigations immunologiques du premier patient français ayant eu un sida diagnostiqué. Et donc, on a ensuite continué à travailler sur cette pathologie. Et ici, un message à faire passer, c'est que certainement, dans une carrière scientifique, il faut un petit peu de chance, mais il faut surtout savoir la saisir. À l'époque, personne ne s'intéressait au sida en France en 80-82. Personne, sauf un tout petit groupe de 14 jeunes médecins, la plupart un peu marginaux dans l'institution, en tout cas sans grand pouvoir dans cette institution qui était encore à l'époque quand même très mandarinale. Et ce groupe de travail a effectué justement un travail tout à fait extraordinaire et productif. Et c'est comme ça, avec ce groupe de travail, que j'ai été amené, très jeune immunologiste, à être confronté à ce qu'était une énigme scientifique absolument passionnante, et puis en même temps dans un contexte qui nous ramenait toujours à la réalité, parce que c'était le contexte douloureux de ces patients jeunes pour qui nous ne pouvons encore rien à l'époque et que nous voyions mourir très rapidement. Donc un contexte d'impuissance qui nous stimulait certainement dans notre travail. Et puis, ce qu'il y a eu d'assez particulier avec cette expérience, outre vraiment cette énigme incroyable à résoudre, l'émotion qui était autour, c'est que cette expérience,
elle nous a très vite confrontés à la recherche dans tous ces contextes, à la contextualisation de la recherche que nous menions. Pourquoi ? Parce que très vite, en fait, le sida est devenu un sujet extrêmement important. Et nous avons été confrontés à la science et les médias, la science et la politique, la science et la géopolitique, la science et le sexe, la science et l'argent, et même la science et les scientifiques, ce qui n'était pas une mince affaire, mais aussi là, trop longue à décrire. Et puis il y avait aussi ce quotidien absolument finalement extraordinaire à l'époque, puisque avec l'ensemble des recherches que nous menions, un jour nous étions à l'hôpital ou au laboratoire, un soir sur un plateau télé, un autre soir dans une boîte de nuit pour observer sur le terrain qu'est-ce qui pouvait bien accélérer la transmission de ce virus que nous imaginions être la cause de la maladie. Et puis un autre soir, ou un autre jour, pardon, quand même, il faut un peu de temps pour y aller, dans un hélicoptère de l'armée française, à côté de Bangui, volant au-dessus de la forêt équatoriale pour aller prélever du sang à des pygmées et savoir s'ils étaient infectés par ce virus ou pas. Donc tout ça, c'était des expériences, je veux dire, absolument incroyables pour un jeune scientifique. Mais elles étaient incroyables, elles étaient très stimulantes, mais elles ont aussi surtout été très productives. Alors comment et pourquoi ? Vous ne le savez probablement pas, mais la découverte du HIV tient plus à Sorbonne Université qu'à l'Institut Pasteur. Ou bien, allez, pour être politiquement correct, on va dire autant à Sorbonne Université qu'à l'Institut Pasteur. Jean en a dit deux mots, mais je suis obligé de vous en reparler là. C'est ce qui est très profondément et émotionnellement important pour moi. Le virus du sida n'aurait pas été identifié en 1983 si les virologues de Pasteur avaient cherché ce virus dans le sang d'un patient atteint de sida, comme le faisaient tous les virologues du monde, et comme tous les virologues du monde y ont échoué. En fait, le virus a été identifié par les pastoriens dès la première culture de lymphocytes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de cellules, non pas du sang, mais provenant d'un ganglion, d'un patient qui n'avait pas le sida, mais qui avait à l'époque ce qu'on appelait le syndrome des lymphadénopathies généralisées, des gros ganglions inflammatoires. Et pourquoi tout ça ? Parce que dans le groupe de travail, j'avais formulé cette hypothèse que le virus pourrait être plus facilement retrouvé chez ces patients et peut-être plus facilement dans leurs lymphocytes ganglionnaires. C'est une hypothèse qui avait été discutée et adoptée. Et c'est avec cette stratégie que les virologues pastoriens ont été contactés. Donc c'est important de savoir ici, ce ne sont pas, comme ça a été parfois écrit par eux-mêmes, ce ne sont pas les pastoriens qui ont sollicité les médecins de notre groupe pour obtenir des prélèvements. C'est le groupe de travail qui a sollicité des virologues avec une hypothèse précise, celle de rechercher un virus dans les cellules ganglionnaires d'un patient atteint de lymphadopathie. Et c'est en appliquant notre stratégie, là où tous les virologues du monde avaient échoué, que les pastoriens ont identifié le virus dès la première tentative. Donc c'était un succès absolument formidable. Et curieusement, la période qui a immédiatement suivi la publication de cette découverte du VIH a été l'une des plus sombres de cette aventure scientifique. Pourquoi ? Parce que dans le fond, nous avions une grande partie de la communauté scientifique qui doutait, voire qui critiquait fortement ce travail et le rôle de ce virus. Les Américains, d'un côté, prétendaient qu'un autre virus, le HTLV1, était la cause du sida. On a su rapidement qu'ils avaient tort. Mais surtout, beaucoup de scientifiques pensaient que ce virus était plus vraisemblablement un virus opportuniste qu'on retrouvait là parce qu'il était la conséquence du déficit immunitaire et non pas sa cause. Et c'est précisément sur la solution à cette question, tranchée entre conséquences et causes, qu'est le lieu de ma plus grande fierté scientifique. Donc cette fierté, c'est d'avoir démontré que le VIH était bien la cause du sida, en montrant que ce virus ne s'attaquait qu'à une catégorie de lymphocytes qui était justement ces lymphocytes T4 ou CD4 et les détruisait. Et il s'agissait précisément des lymphocytes qui avaient disparu du sang des patients atteints de sida et qui étaient responsables de leur pathologie. Et pour conclure, je me souviens encore aujourd'hui, comme si c'était hier, de
l'immense excitation, très difficile à rapporter, qui m'a traversé pour la première fois quand j'ai vu cet effet du virus sur les lymphocytes CD4. J'ai vu ma culture de lymphocytes CD4 entièrement détruite par le virus, alors que les CD8 étaient épargnés. Et j'ai été traversé par une espèce de transe bizarre, où je me répétais de façon lancinante dans la tête, champion du monde, champion du monde. Ça a l'air ridicule comme ça, mais c'était ce qui me traversait la tête, et c'était une manière de dire que j'étais persuadé, avec raison en fait, d'être la première personne au monde à savoir que ce virus était bien la cause réelle de cette pathologie si importante. Voilà, donc c'est pour ces moments extraordinaires où on a le sentiment au moins un peu de changer le monde, que la recherche est si fantastique, et que je suis encore aujourd'hui incroyablement redevable à Sorbonne pour ces années que j'ai passées à faire cette recherche. Pour revenir à vous, qui êtes très important aujourd'hui, vous êtes maintenant docteur d'une prestigieuse université, la Sorbonne, qui est une marque mondiale. Il faut savoir qu'aux États-Unis, dans nos milieux, on connaît justement le nom de l'Institut Pasteur et le nom de la Sorbonne, mais c'est à peu près tout. Donc vous avez un diplôme qui est tout à fait prestigieux. Vous avez acquis des compétences extraordinaires et reconnues. Et je pense que maintenant, avec ce diplôme, votre propre aventure commence. Et j'aimerais vous faire passer ce message qu'il faut l'entreprendre avec l'idée que vous aussi, vous pouvez changer le monde. Et peut-être même en vous faisant passer l'idée que vous aussi, vous devez changer le monde. Voilà, merci. Alors normalement, oui, je suis censé rester là. Il faut que je mette mon chapeau à ce moment-là. Et puis poser des questions à certains d'entre vous. Alors comment ça va se passer ? Donc, on m'a demandé de poser à certains d'entre vous la question: quel apport vos recherches représentent-elles pour la société ? J'ai envie de changer un peu la question et je vais vous demander comment entendez-vous changer ce monde ? Et donc, la première, cette question, comment entendez-vous changer ce monde ? Je vais d'abord la poser à Jesse Riddle, qui est chimiste, et voilà, qui est maintenant en face de moi, et c'est à lui de répondre. La question, encore une fois, c'est oui. Comment vas-tu changer le monde ? Alors, pour mon titre, c'était un titre un peu compliqué. Et je serais content si vous retenez surtout un mot. Thermoélectricité. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça peut apporter quelque chose pour la société ? C'est la production d'électricité à partir de chaleur. Je vais vous donner 2 exemples où ça peut être utile. Chaque année, en France, plusieurs milliards d'euros d'énergie sont gaspillés. Cette énergie inutilisée, comme la chaleur des moteurs dans les usines ou dans les voitures, retourne simplement dans l'atmosphère. Dans quelques scénarios, cette chaleur est récupérée, mais il existe encore de nombreux cas où elle ne l'est pas. La thermoélectricité pourrait le changer. Mon deuxième exemple sont des capteurs et des appareils actifs dans les corps humains, comme les stimulateurs cardiaques. Ils fonctionnent avec des batteries. Problème, ces batteries ont une durée de vie limitée. Si vous avez un tel appareil, tous les 10 ans, les chirurgiens ouvrent votre corps pour remplacer ces batteries. Tous les 10 ans, cela induit un risque de complications de presque 10%. Tous les 10 ans, cela coûte jusqu'à 40 000 €. Encore une fois, la thermoélectricité pourrait répondre à ces défis. Mes recherches ont permis de mieux comprendre et d'améliorer des matériaux pour développer des générateurs thermoélectriques qui peuvent produire de l'électricité avec une durée de vie illimitée. Il faut juste une source de chaleur. Cette source de chaleur peut être un moteur, ça peut être notre corps. Cela pourra permettre de réduire le gaspillage d'énergie utilisable et cela pourra permettre de réduire les opérations pour remplacer des piles d'implants actifs. Merci. Eh bien, merci Jesse. On voit bien comment effectivement ces travaux pourraient déboucher sur une meilleure utilisation de l'énergie et toute l'importance que ça a.
Donc, je pose maintenant cette même question à Lilandra Boulet, qui, elle, a fait sa thèse sur les cellules hépatiques dans les cryogels. Et comment est-ce que, à l'avenir, vous pensez pouvoir changer ce monde pour le meilleur, bien sûr? Alors, oui, merci, professeur Glassman. Donc pour ma thèse, j'ai essayé, en tout cas, à mon niveau, de développer un modèle de foi un peu plus fidèle, notamment pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour la recherche fondamentale. Et donc là, pour le futur, j'aimerais bien donc en fait essayer de valoriser la recherche, parce qu'effectivement, rechercher dans son laboratoire, c'est bien, mais je pense que c'est pas suffisant. Pour aider la communauté scientifique, il faut aussi valoriser les recherches, communiquer sur ces recherches et accompagner les chercheurs. Et donc, c'est comme ça que je voudrais donc participer par la suite au monde de la recherche, au monde scientifique. Merci et merci pour cet enthousiasme. Je suis sûr que vous y arriverez très bien. Et en tout cas, vous le communiquez très bien. Et puis, enfin, la même question, comment changer ce monde, à Alexandra Sauvêtre, qui est, elle, docteure en chimie. Et tous ces étudiants, entre parenthèses, tous ces étudiants ont tous été lauréats du concours, enfin, qui ont tous participé au concours Ma thèse en 180 minutes, qui est vraiment quelque chose de tout à fait formateur. Et on voit bien à la clarté de leur expression combien c'est formateur. Donc Alexandra Sauvette, c'est à vous. Alors moi, je ne sais pas si je vais changer le monde. En tout cas, pendant ma thèse, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour mieux recentrer en fait mes recherches et répondre tout d'abord à un enjeu sociétal fort qui a trouvé son origine dans un besoin qui a été exprimé par les forces de l'ordre, qui est celui de pouvoir trouver, mais aussi révéler rapidement la majorité des empreintes digitales, qu'elles soient visibles ou non, directement sur des grandes scènes de crime, exemple le Bataclan. Alors on a évidemment tous en tête les exploits des experts Miami et de NCIS, où la révélation est relativement facile, mais je vous rassure, ce n'est pas du tout la réalité. Alors bien entendu, il existe des techniques de révélation qui sont utilisées en laboratoire, mais aussi sur scène de crime. Mais il faut savoir qu'elles ont de fortes limitations. Et donc, révéler des traces qui sont invisibles sur scène de crime, déjà d'un point de vue temporel, c'est très chronophage parce qu'on va devoir chercher les empreintes, savoir où elles sont le plus probables de se trouver. Mais on a aussi une limitation d'un point de vue de la compatibilité des techniques utilisées avec l'extraction ADN. Alors, par exemple, toutes les poudres dactyloscopie, donc les petites poudres qu'on dépose avec le pinceau, vous voyez très bien, elles ne sont pas toutes faites pour faire une analyse ADN. Et dans ce contexte, en fait, pour proposer une procédé de révélation qui répond aux besoins rencontrés sur scène de crime, j'ai développé une nouvelle méthode de révélation d'empreintes qui va se présenter sous la forme d'un spray. Donc, typiquement, par exemple, un déodorant sous forme de spray, ça donne une bonne idée. Et donc, de manière très simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les propriétés de fluorescence d'un fluorophore particulier, qui, lorsqu'il est dispersé sur l'empreinte, va fluorescer, et qui, lorsqu'il est sur le support, s'éteint, puisqu'il est plus ou moins agrégé. Alors, ce qui est génial avec ce procédé, c'est qu'il est simple, rapide, efficace, et qu'il est compatible avec l'extraction ADN, et donc qui peut être utilisé facilement par les forces de l'ordre. D'un point de vue humain, maintenant, j'aimerais dire que cette collaboration que j'ai effectuée pendant ma thèse avec mes partenaires académiques, avec la police, la gendarmerie, mais aussi un industriel, a débouché sur un brevet et une commercialisation de ce produit, de ce spray, au dernier trimestre de l'année 2021. Une nouvelle page va donc s'écrire dans l'histoire de la révélation d'empreintes avec une facilitation pour les usagers que sont les forces de l'ordre. Pas changer le monde, mais j'espère au moins avoir facilité la vie des gens. Si, je crois que vous avez changé le monde, au moins la vie de ces policiers qui va être facilitée. Donc voilà, on a eu là 3 exemples de thèses et 3 exemples de personnes qui ont cru très fort pendant toute leur thèse à leurs travaux et qui ont abouti. Donc je crois qu'on peut les applaudir comme on peut applaudir absolument tous ces étudiants qui sont ici, les 1725 nouveaux docteurs de l'université Sorbonne, Alliance Sorbonne Université. Merci.
Voilà, sur scène, on vient d'accueillir de nouveaux invités. Nathalie Witkowski, directrice de l'école doctorale physique et chimie des matériaux. Jean-Marie Salamito, directeur d'école doctorale mondes anciens et médiévaux. Et puis Muriel Unbauer, directrice de l'IFD de 2015 à 2021. Bienvenue à tous les trois. Alors une thèse, c'est un dépassement de soi en temps normal, mais davantage encore en cette période de Covid. Qu'avez-vous envie de dire à ce sujet, Nadine ? Oui, effectivement, la thèse est une expérience de dépassement de soi pour tous les doctorants. Excusez-moi. Et donc, ils sont amenés à effectuer à grandir dans leurs connaissances et dans leurs compétences. Et c'est une expérience unique qui leur permet d'aller au-delà des connaissances actuelles dans le domaine de la science. Pendant 3 ans, et ils ont cherché, ils ont analysé, ils ont consolidé, ils ont échoué, ils ont persévéré, ils ont pu découvrir et enfin convaincre. Et finalement, ils ont pu aboutir à la rédaction d'un manuscrit qui a été, pour tous nos doctorants ici, validé et reconnu par la communauté comme une avancée de la science. Donc dans cette période très particulière, ils ont su défendre avec beaucoup de courage leur travail de thèse dans des conditions parfois très difficiles. Et je les félicite pour cela, tous et toutes, pour tout ce travail qu'ils ont pu accomplir. Et puis finalement, donc je leur souhaite de réussir une carrière épanouissante et avec leur nouveau diplôme de docteur de Sorbonne Université et des partenaires de l'Alliance. Jean-Marie, un mot sur le dépassement de soi également ? Oui, je parlerai pour les lettres et sciences humaines, dont la particularité est d'avoir des sujets de thèse qui sont très originaux, souvent éloignés les uns des autres, et qui induisent beaucoup de solitude pour les doctorantes et les doctorants. Or, les lieux où on peut trouver un peu de convivialité, d'habitude, ce sont les bibliothèques, les dépôts d'archives, les musées, les chantiers de fouilles. Et donc, avec la crise sanitaire, tous ces lieux devenaient inaccessibles et l'isolement a été dramatiquement accentué pour toutes celles et ceux qui travaillaient en lettres et sciences humaines. Alors, le bon côté de la chose, plutôt les deux bons côtés, c'est qu'il y a eu beaucoup de solidarité, il y a eu beaucoup de déploiement d'initiatives en matière de communication. Pour ma part, en tant que directeur d'école doctorale, je n'ai jamais reçu autant de mails et j'en ai jamais autant écrit que pendant la crise sanitaire, et tant mieux. Et puis, il y a eu aussi, et ça c'est assez typique aussi de nos doctorantes et de nos doctorants, et donc de nos docteurs et docteurs d'aujourd'hui, il y a eu, je dirais, le triomphe de la passion de la recherche. C'est-à-dire que contre la démoralisation de soi-même, il y avait la passion de plonger dans son travail, de plonger dans sa documentation, de plonger dans les réserves accumulées dans son ordinateur et de trouver des consolations, du soutien, du courage dans son propre travail, dans sa propre passion. Muriel, également un mot sur ce sujet du dépassement de soi. Je vais peut-être rebondir tout de suite sur ce que vient de dire Jean-Marie à propos des espaces de la bibliothèque, le laboratoire et les interactions qui ont lieu à ces moments-là, les moments d'échange avec les collègues. Ça, bien évidemment, les différentes périodes de confinement ont un petit peu modifié les choses, ou en tout cas ont obligé les doctorants, les doctorantes, et puis toutes les personnes impliquées dans la recherche à trouver des moyens alternatifs. Ceci dit, je rajouterais un espace qui est important aussi pour la recherche. Ce sont les espaces de convivialité. Les pièces café dans les laboratoires sont des pièces importantes où les doctorants et les doctorantes peuvent se retrouver et interagir ensemble. Et c'est comme ça que l'on avance. Sur le dépassement de soi, oui, bien sûr, le doctorat, le parcours doctoral nécessite un engagement très fort de la part des doctorants et des doctorantes. Et en fait, j'ai l'habitude de dire que finalement, on démarre un doctorat avec des objectifs qui sont assez précis, qui ont l'air un peu cadrés, avec un chemin qui a l'air
assez simple à suivre. Et puis au final, on s'aperçoit que le chemin, c'est pas du tout ça, qu'il y a des obstacles et il faut contourner les obstacles, il faut trouver d'autres voies, explorer d'autres voies. Et pour ça, les interactions avec les autres sont extrêmement importantes. Et au final, comme on le voit et la cérémonie le montre, eh bien, tous les doctorants qui sont tous les docteurs, lapsus, tous les docteurs qui sont aujourd'hui présents attestent bien du fait qu'ils ont su surmonter l'ensemble de ces obstacles. Voilà, je les félicite. Moi, j'ai envie quand même de vous poser une question. Parce que vous parlez de chemins différents, d'obstacles, est-ce qu'il y a une ligne d'arrivée finalement quand on est docteur? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, il y a une ligne d'arrivée qui est malgré tout le diplôme, quand même, la soutenance de thèse, hein, qui est quand même un moment extrêmement important. Mais le projet continue après, souvent. Ou en tout cas, il ouvre d'autres pistes, d'autres chemins. Et c'est ça l'intérêt. Jean, vous vouliez intervenir? Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a une ligne de départ d'agir pour transformer le monde. Voilà, ça c'est presque poétique. Waouh! Je me tourne vers vous, les docteurs. Vous avez évidemment, à partir d'aujourd'hui, accès à un formidable réseau. Pour en parler, je vais faire place à Rafik Benrabah, animateur du Club des docteurs, pour nous parler des alumni. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Rafik Benrabah, donc membre de l'équipe d'animation du Club des docteurs de Sorbonne Université. Donc, je suis docteur en génie des procédés et matériaux, promotion 2015. Et aujourd'hui, je poursuis ma carrière en tant que conseil technique auprès des industriels et des assureurs dans la gestion de crise. Alors, je suis très honoré aujourd'hui d'être parmi vous et je suis très ému aussi de vous voir tous à l'écran, malheureusement, mais en tout cas, on est tous là ensemble. Je suis très honoré de vous adresser au nom donc de tous les membres du Club des docteurs de Sorbonne Université. Donc, mes chaleureuses et mes sincères félicitations pour cette brillante réussite. Donc, comme vous l'avez tous dit, le parcours de la thèse de doctorat est difficile et personne ne va dire le contraire aujourd'hui. Et difficile, semé d'embûches, loin, très loin d'être une ligne droite. Et si vous êtes aujourd'hui ici, c'est que vous y êtes arrivé. Donc je vous dis bravo pour votre persévérance, pour votre détermination à avoir mené à bien et à terme votre projet de recherche et de l'avoir défendu avec brio devant un jury de thèse. Je voudrais aujourd'hui avoir une pensée toute particulière pour vos deux promotions qui ont effectivement dû finir et soutenir leur thèse dans des conditions plutôt compliquées à cause de la pandémie donc de Covid-19. Et nous l'espérons tous aujourd'hui être derrière nous. En tout cas, je rejoins M. Chambaz pour vous dire « vaccinez-vous ». Alors, aujourd'hui, vous faites partie, et je vous souhaite la bienvenue, de la grande famille donc, des docteurs de Sorbonne Université. Vous êtes docteur en mathématiques, en chimie, en physique-chimie, en matériaux, et aussi en histoire, en littérature, en linguistique. Et vous avez une carrière qui s'ouvre à vous, une grande carrière qui s'ouvre à vous. Et je l'espère, vous trouverez donc votre place qui vous permettra d'exprimer au mieux votre talent et vos compétences. Donc pour cela, vous serez, et vous êtes et vous serez toujours donc devant les défis, et M. Chambaz tout à l'heure on en a parlé, les défis contemporains qui nous attendent. En tout cas, j'ai la sincère conviction qu'ensemble, nous allons relever ces défis haut la main et construire un monde meilleur, plus durable pour nous, nos enfants et les générations futures. Donc pour cela, je vous invite à rejoindre
notre club des docteurs, qui mettra tout ce qui est possible pour vous aider à voir plus clair pour la suite. Ce club de docteurs vous ouvrira la porte d'un vaste réseau d'alumni de Sorbonne Université. Et je peux vous dire qu'une seule rencontre peut changer votre vision du monde. Une rencontre peut vous orienter sur des carrières que vous n'aurez jamais imaginées. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là de la carrière et la poursuite de la carrière après thèse, je vous invite dès maintenant à booker la soirée du 21 octobre. On organise une table ronde spécifique pour ce sujet-là, sur ce sujet-là, et on aura des invités de choix. Voilà. Donc, notre club a aussi pour ambition de continuer les discussions dans le domaine de la recherche, en tout cas, et mettre en place des relations, des collaborations en recherche et innovation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chercheurs, nous, les docteurs, nous sommes le bras armé, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, le bras armé donc, de notre groupe d'alumni. À travers ce club-là aussi, nous organisons un certain nombre d'événements de type table ronde, visite de musée, visite d'exposition, ou bien des conférences sur des sujets divers et variés. Et ça, c'est une contribution donc, à la diffusion des savoirs et des connaissances, qui est une mission très importante et qui me tient particulièrement à cœur. Et je vous invite tous à y participer. Donc, avec le club des docteurs aussi, vous avez la possibilité de contribuer aussi financièrement à des projets qui sont les projets donc, de la Sorbonne Université à travers sa fondation, qui a pour mission d'accompagner, de financer des projets porteurs de sens. Je vous donne un exemple qui est important, et donc la bourse Passeport, qui allie aide financière et aussi un programme de mentorat individualisé pour tous les étudiants de Sorbonne Université. Alors vous me dites que tout ça est très sérieux et formel, je vous en conviens, mais je vais vous dire, et je vous rassure, nous organisons aussi un certain nombre de cocktails, d'afterwork, et nous avons cette chance d'avoir un patrimoine incroyable de Sorbonne Université. Donc on pourra un jour se voir, partager un verre, dans le cloître des Cordeliers ou le dernier étage de la Tour Zamonski, si notre cher président nous le permet. Voilà. Enfin, ce que je voulais vous dire, mes chers camarades, tous ensemble, nous allons faire rayonner Sorbonne Université et défendre le doctorat et les qualités des docteurs de Sorbonne Université. Donc ensemble, je pense que nous avons la possibilité d'aller au-delà de toutes les difficultés et construire un monde meilleur tous ensemble. Voilà, merci. Bon, c'est le moment que vous attendez tous. Le nom de tous les diplômés vont commencer à défiler là, derrière vous, mesdames et messieurs. Là, ce sera derrière l'écran, sur cet écran. Voilà, donc scrutez bien votre nom. C'est classé par établissement. Et ça y est, ça va être officiel. Mesdames et messieurs, vous êtes docteurs. Voilà, pendant que votre entourage et vous-même commencez à scruter l'apparition de votre nom, eh bien, je vous propose d'écouter Jean-Marie Salamito. Voilà, Jean-Marie qui me rejoint. Voilà. Et avec vos noms qui commencent, qui ont déjà commencé à défiler. Ça doit commencer à se réjouir, là, ça y est. Alors, je n'ai pas tous vos noms, bien sûr, hélas. Et je les reverrai défiler. Je m'adresse donc à vous comme chers nouvelles docteurs et chers nouveaux docteurs. Et je m'adresse à vous au nom de mes collègues et de mes amis, les directrices et les directeurs des écoles doctorales. Je veux, en leur nom, saluer très chaleureusement votre succès.
et du fond du cœur, oui vraiment du fond du cœur, surtout en une année comme celle-ci, je vous félicite, nous vous félicitons. Et je veux saluer toutes celles et ceux qui, au sein de l'Alliance Sorbonne Université, veillent au quotidien sur les études doctorales. Vos directrices et directeurs de thèse, vos équipes de recherche, vos laboratoires, vos écoles doctorales, toutes les structures académiques qui, au fil des jours, vous ont apporté leur soutien. Enfin, les équipes dirigeantes de vos établissements respectifs. Votre réussite que nous fêtons aujourd'hui avec joie, est la preuve éclatante de vos qualités personnelles, mais elle est aussi l'œuvre collective et même fraternelle de toute une communauté universitaire vaste, variée, mais aussi très consciente de son unité. Alors aujourd'hui, bien sûr, notre communauté, cette communauté à laquelle nous sommes attachés, ne se rassemble qu'à travers la distance. Pourvu que nous fêtions les prochains doctorats en nous retrouvant plus concrètement. Mais tout de même, réjouissons-nous de cette cérémonie. Réjouissons-nous vivement, réjouissons-nous franchement en chassant de nous-mêmes tous les regrets possibles. Nous disposons de moyens techniques qui nous permettent d'être ensemble, malgré tout. L'inventivité humaine dont nous sommes à la fois les témoins et pour un certain nombre d'entre nous les artisans, l'inventivité humaine défie toutes les formes de l'adversité. Et c'est là pour nous toutes et nous tous une fierté parce que nous sommes partie prenante d'une humanité qui invente, qui s'adapte et qui avance. Et c'est une fierté toute spéciale pour celles et ceux d'entre vous qui, par leur recherche doctorale, participent à ce progrès technologique. Au cours des années écoulées, au cours de vos années doctorales, on vous a dit, vraiment, beaucoup de choses sur le doctorat. On vous a décrit une formation scientifique, je dis scientifique également pour les lettres, c'est la même rigueur intellectuelle que l'on recherche. On vous a décrit une formation scientifique de très haut niveau, couplée avec le développement de vos qualités transférables, transposables à d'autres domaines que celui de votre spécialité. Eh bien, tout cela, même si ça a été répété, est vrai. Tout cela vous a aidé, tout cela vous a profité et vous le savez parfaitement. Mais je dirais que c'est encore plus vrai pour vous aujourd'hui qui avez achevé vos thèses dans la crise sanitaire, malgré la crise sanitaire, et je dirais presque contre la crise sanitaire. Si je voulais résumer, si je voulais aller vraiment à l'essentiel, je dirais que les deux principales qualités d'une doctorante ou d'un doctorant sont l'intelligence et le courage. L'intelligence pour analyser, observer, raisonner, trouver. Et ainsi, vous êtes non seulement des chercheuses et des chercheurs, mais si vous me permettez l'expression, vous êtes des trouveuses et des trouveurs. Des gens qui trouvent et qui continueront de trouver. Et puis, il y a ce courage dont vous avez besoin, dont vous avez eu besoin face à tous les risques de négligence, de renoncement, toutes les tentations d'abandonner. Eh bien, je dirais que, avec tout ce que j'ai observé chez les doctorantes et les doctorants au cours des 2 années écoulées, je puis dire très hautement que, dans les circonstances très dures que nous avons connues, il vous a fallu encore plus de courage, encore plus d'intelligence et de courage que d'habitude. Et c'est pourquoi il est important de vous dire avec force notre plus profonde estime. En ces temps difficiles, vous avez acquis infiniment plus qu'un diplôme, même si le diplôme est très important et vous le savez. Vous avez fait une expérience inédite, imprévisible au demeurant, de résistance, de résilience, de créativité, de ténacité et plus encore de solidarité. Vous avez appris à lutter plus fort et à serrer les coudes avec plus d'ardeur. Ne regrettez surtout pas le temps que vous avez éventuellement perdu, ni les plaisirs qui ont pu vous manquer. N'ayez pas le moindre regret. De toutes vos forces, au plus profond de vous-même, ayez la fierté, on vous en a
déjà parlé aujourd'hui. Ayez la fierté légitime, la joyeuse fierté d'avoir combattu et d'avoir gagné. Vous avez fait preuve d'intelligence et de courage au-delà de ce que vous aviez prévu. Vous avez su vous dépasser vous-même, il en a été question. Vous avez pu vous surprendre vous-même. Maintenant, chers nouvelles docteurs et chers nouveaux docteurs, ayez de la mémoire. Rappelez-vous tout simplement, gardez en vous ce que vous avez vécu. D'autres épreuves viendront. Elles étaient présentes dans le discours de votre parrain. Votre parrain a eu le courage de vous en parler. Nous ignorons ce que seront ces épreuves. Nous ne savons même pas quand elles viendront, mais ce que nous savons, c'est qu'il faudra faire face. Alors, face aux difficultés futures, rappelez-vous l'intelligence et le courage de vos années doctorales. Ce sont pour vous de grandes années, et je dirais même, ce sont des années de référence. Un de mes maîtres disait, oui, nous avons eu des maîtres, personne parmi nous ne s'est fait tout seul. Un de mes maîtres disait, ce que tu as vu dans la lumière, ne l'oublie pas dans l'obscurité. J'aurais envie d'ajouter, ce que vous avez perçu comme lumière en vous-même, au sein de l'obscurité, ne l'oubliez surtout pas. Que vos combats tout récents, que vos épreuves surmontées, que votre joie de ce grand jour vous donne du courage pour toute la suite de votre chemin. En vous appelant, et combien volontiers, à la joie, à la fierté, à la mémoire positive, à l'estime de vous-même, allez, j'ose vous demander quelque chose. En ce jour de votre victoire, ayez une pensée pour vos camarades qui sont encore en train de lutter. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, sachez leur parler de votre propre expérience, de ce que vous avez vous-même vécu, de vos combats. Promettez-leur la même fierté que celle que vous ressentez légitimement aujourd'hui. Dites-leur que leur tour viendra, que leur fête viendra, que la joie les attend. Soyez les ambassadrices et les ambassadeurs de votre réussite parce que c'est une réussite à partager. Oui, vous toutes et vous tous, que nous fêtons et que nous fêtons très joyeusement en ce jour, parce que les écrans ne font pas écran et notre joie est bien là et notre union est bien là aussi. Que votre joie à vous, pour votre succès, pour vos combats gagnés, que votre joie soit débordante. Et dans l'avenir, contre vents et marées, contre toutes les heures moins lumineuses que celle-ci, et il en a déjà, je le redis, il en a déjà été question, contre tous les obstacles qui pourront surgir devant vous, que vous ne pouvez pas imaginer maintenant, mais qui, à coup sûr, viendront, face à tout cela, que votre joie demeure, que votre courage ne faiblisse jamais et que votre volonté, maintes fois évoquée aujourd'hui même, d'améliorer ce monde, ne cesse jamais de vous habiter. Félicitations et bonne route. Merci infiniment Jean-Marie pour ce propos, pour ce magnifique propos. Vraiment, j'en perds mes mots. Voilà. Vous voyez, je me suis portée volontaire pour porter ce chapeau, cette toge pour vous. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On voulait le faire de manière réelle pour vous honorer. Et avec vous, on voulait le faire de manière virtuelle. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer votre chapeau de manière virtuelle. Venez, je vais vous rapprocher. Ah bah voilà. Les déguisés du haut de l'amphi, là, redescendez. Voilà, merci de venir. Voilà, on va le faire virtuellement et de manière réelle. Ce sera votre hommage, cher docteur. Voilà, donc là, on a tous les chapeaux qui se lèvent derrière vos écrans. Merci. On vous applaudit, nous, très très fort. Et moi, je vais jeter mon chapeau pour vous. Voilà, d'abord,
félicitations et je le jette pour vous. Hop. Bravo. Et cher docteur, le mot de la fin, je le redonne à Jean Chambaz. Merci infiniment, j'ai été absolument ravie de vous accompagner pour cette journée si spéciale. Jean Chambaz, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Donc, dans les multiples cérémonies en présence que j'ai animées, je chauffais aussi la salle, mais Sandy l'a fait de manière absolument remarquable aujourd'hui et je l'en remercie. Vous êtes formidable. Tout le monde vous l'a dit. Il ne faudrait quand même pas que vous preniez la grosse tête. Et j'aimerais maintenant que, là encore, à travers vos écrans, vous rendiez tribut à vos familles, à vos amis, à vos proches qui vous ont soutenus dans cette période. Donc, applaudissez donc les gens qui vous ont permis de traverser cette période du doctorat. Allez-y, non mais c'est à eux de le faire. Je ne vous vois pas applaudir. Il faudrait vous réveiller derrière votre écran. Applaudissez vos familles, vos amis. On veut voir vos mains. Et puis applaudissez vos directrices de thèse, vos directeurs de thèse, vos directrices et directeurs d'écoles doctorales, l'ensemble des personnels qui vous ont accompagnés dans nos établissements pendant toutes ces années, et tout particulièrement, reviens ici Muriel, et tout particulièrement Muriel Hombeher, qui est l'âme du collège doctoral de Sorbonne Université. Réveillez-vous, applaudissez. Donc, vous êtes vraiment passif derrière votre écran. On a besoin de vous avoir en direct pour vous donner un petit peu de peps. Et si vous pensez qu'en étant aussi tranquille, vous allez renverser la baraque et transformer le monde, faudrait peut-être reprendre un peu d'énergie. En tous les cas, c'est ma dernière cérémonie. J'ai atteint ma date de péremption. J'ai besoin de docteurs de Sorbonne Université et de son alliance vigoureux pour porter les combats d'aujourd'hui et de demain et faire un monde meilleur que celui qu'on connaît aujourd'hui. Je compte sur vous. Et nul doute que Sorbonne Université saura vous accueillir dans les années qui viennent. Dès qu'on pourra se revoir, de multiples opportunités existent. On a parlé du club des docteurs. Vous avez les clubs des alumni de Sorbonne Université dans les principales régions du monde. Donc si vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas besoin de revenir à Paris pour vous rencontrer. On viendra à votre rencontre. En tous les cas, nous formons une magnifique communauté. Vous avez du talent. Et vraiment, le monde a besoin de vous toutes et de vous tous. Merci à vous encore. Et bonne célébration avec une bouteille d'eau, une bouteille de jus de fruits, du champagne, du whisky, du vin. Ouvrez vos bouteilles, nous allons ouvrir les nôtres. Bonne fin de journée.